Bonjour tout le monde, Thomas Van Latem, je suis directeur du DAC Appui Santé du Ferrin. Merci de vous être connecté pour ce quatrième et dernier webinaire du cycle qui a été conçu à destination prioritairement des professionnels de santé libéraux. Il va y avoir une intervention à plusieurs voix ce midi. Avec Monsieur Truffin, Madame Pluvinage, Madame Leclerc, et moi je ferai la partie introductive. Alors, au niveau de la présentation, je commencerai par l'offre d'accompagnement pour les aînés. Après, il y aura les interventions de Guillaume et Marie autour des présentations du XAPA et de Vis-à-vis. Et Maud terminera sur la partie accompagnement par les procès du premier recours et ce que l'association généraliste addiction propose dans ce cadre. Pourquoi s'intéresser aux addictions des aînés? Je vous rappelle qu'il y avait eu trois autres webinaires que vous pouvez revisionner si besoin, qui avaient eu lieu là sur les dernières semaines, sur faut-il interroger les conduites addictives chez les aînés, pourquoi les aînés consomment, comment accompagner les addictions chez les aînés, avec beaucoup d'interventions de médecins sur ces trois premiers webinaires. Quelques chiffres repères, peu de données épidémiaux entre géronto et addicto. Beaucoup d'études s'arrêtent à 65 ans. Essentiellement les substances psychoactives licites, donc alcool, médicaments psychotropes avec ou sans ordonnance et tabac. Au niveau de l'alcool, entre 20 et 40% des personnes accompagnées en EHPAD sont concernées selon la Haute Autorité de Santé. Une forte probabilité de consommation quotidienne, donc 29% chez les 65-75 ans, avec des problématiques spécifiques liées à la présence de comorbidités et des traitements médicamenteux associés, dépassement des seuils repères, donc 14% des femmes et 37% des hommes entre 65 et 75 ans dépassent les repères de consommation problématiques, donc rappelés à plus de 2 verres d'alcool par jour ou plus de 5 jours de consommation par semaine. Au niveau de la substance tabac, c'est une des principales causes de mortalité à cet âge. Et les médicaments, les plus de 65 ans, sont les plus représentés parmi les consommateurs de benzodiazépines et apparentés, où on a 39 à 45% dans cette tranche d'âge. Et la prise régulière de somnifères et tranquillisants augmente considérablement avec l'âge, en particulier chez les femmes. Donc on est à 8,5% des femmes de plus de 70 ans qui prennent quotidiennement des somnifères et tranquillisants de la classe des benzodiazépines. Donc ça, c'était les petits chiffres repères. Au niveau de l'offre, ne prenez pas peur, le schéma peut être un peu inquiétant, mais il n'en est rien. Vous avez, grosso modo, les patients qui souffrent d'addiction au centre du schéma, et vous allez pouvoir avoir un accompagnement à la fois en ville, au niveau des soins de ville et du premier recours, avec les professionnels que vous connaissez bien, libéraux notamment, médecins généralistes, infirmiers, sages-femmes, les pharmacies, les maisons de santé qui se sont bien développées. Donc ça, c'est le pôle plutôt en ville. Vous avez à côté de ça le pôle plutôt à l'hôpital, donc en secteur sanitaire, où plusieurs types de dispositifs vont pouvoir être mobilisés. Vous avez l'entrée par les urgences, qui représente un mode d'entrée important sur les patients qui souffrent d'addicto. Les consultes hospitalières, et après tout ce qui est hospitalisation complète, hospi de jour, les SMR, donc qui sont on appelait ça avant les SSR, hein, soins de suite et réadaptation, maintenant c'est soins médicaux de réadaptation, donc en addictologie, et vous avez les équipes de liaison, les ELSA, qui vont pouvoir intervenir dans les différents services. Et à côté de la ville, de l'hôpital, vous allez avoir en ville, plutôt côté médico-social, différents types de dispositifs, dont l'un qui vous sera présenté juste après, autour des XAPA, des consultations jeux de consommateurs qui sont moins le sujet d'aujourd'hui parce qu'on traite des personnes âgées, et des CARUD, plutôt sur le côté accompagnement des usagers qui consomment des drogues. Donc voilà globalement le panorama autour de l'offre en addictologie, plus ou moins développé en fonction des territoires. Et ça, c'était une diapo qu'on avait récupérée de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, c'était vraiment quelques mots introductifs. Et donc, je vais passer la parole à Guillaume.
Positive. Bonjour à tous. Donc, on m'a demandé de vous présenter les XAPA et notamment notre XAPA d'Addiction France. Donc, les XAPA sont des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, non sectorisés et non soumis à critères d'âge. Donc, on peut recevoir des personnes, bien sûr, de plus de 65 ans qui ne dépendent pas de la gérontologie. L'offre du XAPA est une offre de soins médico-psychosocial pluridisciplinaires avec des professionnels du champ sanitaire, donc médecins infirmiers, de la psychologie, donc psychologues. Certains XAPA ont la chance d'avoir des psychiatres, ce qui n'est pas le cas dans notre XAPA, et des professionnels du champ du social, donc éducateurs spécialisés, assistantes sociales. Et nous avons aussi un volet diététique qui est peut-être spécifique au XAPA Latram. Ça, je ne sais pas si la présence de diététiciennes se fait dans tous les XAPA. L'objectif des XAPA est avant tout d'améliorer la qualité de vie des personnes qui viennent consulter chez nous et n'est pas centré sur l'arrêt définitif des produits. Ça peut être bien sûr un objectif défini avec le patient, mais l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des personnes qui consomment des produits psychoactifs. Donc on peut être à la fois dans la gestion de consommation, dans la réduction des risques ou dans l'arrêt des consommations. Les projets de soins sont définis avec la personne et on intervient dans le parcours de soins à tout moment de ce parcours de soins. Donc ça peut être en début de parcours de soins quand la personne n'a pas réellement une demande pour faire émerger une demande. Ça peut être dans le moment d'une demande de changement et ça peut être l'accompagnement du maintien au changement qui a été établi. Je fais caricaturalement, une personne qui a décidé de se sevrer d'alcool, on va pouvoir l'accompagner, même une fois que le sevrage est réalisé, pour l'aider à ne pas reconsommer, que ce soit l'alcool, les médicaments ou le tabac. En ce qui concerne l'orientation dans l'EXAPA, elle peut être faite de différentes manières, soit par la personne elle-même, soit par des professionnels du champ social ou des professionnels de santé. Le premier rendez-vous est réalisé par ce qu'on appelle les intervenants de première étape, c'est-à-dire soit les infirmiers, soit les éducateurs spécialisés, pour une évaluation globale et de la situation de la personne, de ses besoins en termes d'accompagnement médico-psychosociaux. Puis, une orientation sera décidée en interne avec nos ressources propres ou en externe si la situation le demande. Donc, je ne sais pas, vous pouvez peut-être changer un peu de slide, parce que là, je déroule un peu mon récit automatique. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. On a aussi une équipe mobile précarité, donc qui va en avant, vous pouvez revenir à la slide précédente, une équipe mobile précarité au sein des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, qui va au-devant de la demande des personnes qui n'arrivent pas à se déplacer dans les centres de soins. Il y a peu de personnes âgées quand même dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc il y a aussi une proposition d'activité collective, à la fois des activités à visée éducative et sociale, mais aussi des activités à visée thérapeutique. Le XAPA accueille des personnes qui consomment, mais accueille aussi l'entourage des personnes qui consomment. Donc ça peut être aussi intéressant pour les personnes âgées qui sont en lien avec des personnes dans leur entourage qui consomment, que ce soit leurs conjoints ou leurs enfants. En termes de chiffres, alors là, ce sont des chiffres qui nous ont été communiqués par mon chef de service, donc je vous avouerai que ce n'est pas mon cœur de métier de m'intéresser aux chiffres, mais vous voyez que les 65 ans et plus représentent une part infime des personnes qui fréquentent notre structure, bien que la tranche d'âge 25-64 soit très très hétérogène dans une donnée statistique qui mériterait quand même d'être affinée pour le coup. Et en termes de file active, vous voyez qu'on a eu une grosse montée à la période du Covid, parce que nous avons eu beaucoup de demandes avec une explosion des consommations d'alcool et la possibilité de fonctionner beaucoup en téléconsultation et faciliter pas mal de consultations.
Vous pouvez passer l'autre slide que je vais essayer de vous commenter. Donc, les produits principaux que nous accompagnons au sein du XAPA, c'est majoritairement l'alcool, le tabac et les substances psychoactives, principalement médicaments, cocaïne et drogues festives. Nous ne sommes pas agréés auprès de l'ARS pour tout ce qui est délivrance de traitement de substitution, qui est réalisé sur le secteur de Roubaix par un autre XAPA qui dépend d'une autre association, la Sauvegarde, et le XAPA s'appelle le Relais. Au niveau de l'origine de la demande, l'usager lui-même est le facteur de la première demande, et on voit que la demande médicale arrive en troisième, donc orientée spécifiquement par les professionnels de santé, principalement les médecins généralistes, et la justice représente une part non négligeable de notre file active, mais par expérience, cela représente très peu de personnes âgées aussi. Bon, là, ça va être un petit peu petit pour vous lire, mais c'est un peu comment on résume le parcours de soins. Je vous laisserai prendre connaissance. Peut-être que vous pouvez avoir des questions sur nos XAPA auxquelles je pourrais répondre. Donc voilà, nous avons 3 sites, un à Roubaix, un à Tourcoing, un à Villeneuve-d'Ascq, sachant que l'antenne de Villeneuve-d'Ascq n'est ouverte que 2 demi-journées par semaine, ce qui fait que notre capacité d'accueil est quand même fortement réduite et les délais d'attente sont assez importants. Alors bonjour à tous, je suis Marie Pluvina, je suis chef de service à l'association Visa et moi je viens vous présenter Vis-à-vis l'équipe mobile d'accompagnement en addictologie qui est un dispositif finalement complémentaire d'Exapa que Guillaume vient de vous présenter. C'est une équipe mobile qui a pour but d'aller vers des personnes qui sont en grande difficulté et qui présentent une problématique addictive pour leur proposer un accompagnement qui soit individualisé et qui vise, tout comme l'Exapa, à améliorer leur bien-être. C'est un dispositif du coup qui fait partie d'une association. Pour vous remettre un petit peu, pour vous resituer, je vais vous faire une présentation brève du coup de l'association Visa. Donc, avec voilà, c'est une association qui a des missions avec deux axes principaux. Les missions, c'est d'accueillir, accompagner, soigner et héberger des personnes en situation précaire, avec d'un côté l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté sociale et l'autre côté l'accompagnement des personnes souffrant d'addiction. Donc voilà, on est vraiment sur ces deux volets principaux. Au niveau de l'offre d'accompagnement de l'association, c'est une offre d'accompagnement diversifiée. Donc, on a 5 centres d'hébergement et de réinsertion sociale à orientation addictologique. Donc, toutes les personnes qui rentrent dans nos centres d'hébergement y rentrent parce qu'ils n'ont pas de logement et sont en difficulté sociale, mais ils rentrent également pour travailler sur une problématique addictive, avec du coup des projets différents, soit un projet d'expérimentation de l'arrêt des consommations et de l'abstinence, soit sur un projet finalement de réduction des risques et des dommages, avec du coup cet accompagnement qui va viser à leur permettre de réduire et gérer les consommations. Dans ces 5 CHRS, on a un CHRS hors les murs, où là, en fait, c'est de l'accompagnement logement. On accompagne les gens qui sont dans leur logement, donc au niveau social et au niveau addicto aussi. On a également 3 pensions de famille, un centre d'hébergement d'urgence, 5 Lialte Soins Santé et des Lialte Soins Santé mobiles, 2 ateliers chantiers d'insertion et des services d'accompagnement logement et addictologique. Donc là, l'objet aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter l'équipe mobile Vis-à-vis. Donc la mission de Vis-à-vis, c'est d'accueillir, d'informer, d'orienter et d'accompagner des personnes en difficulté avec leur consommation de produits. On a aussi du coup une mission d'expertise auprès des professionnels, travailleurs sociaux, des structures partenaires qui peuvent également nous interpeller en cas de besoin sur des situations très spécifiques où voilà, ils repèrent des difficultés en lien avec l'accompagnement d'une personne qui pourrait présenter des problématiques addictives. Et nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir venir les soutenir, les conseiller, leur apporter des clés et un éclairage sur la situation pour les aider finalement dans l'accompagnement de la personne.
Au niveau des objectifs de vis-à-vis, on est sur 4 axes, donc 2 axes qui sont similaires. C'est l'axe de faciliter l'accès aux soins, donc l'accès aux soins de manière générale et l'accès aux soins addictologiques plus particulièrement, avec cette idée du coup de développer, travailler le partenariat avec les structures de soins, d'accompagner à la construction des projets de soins, et puis aussi d'orienter et d'accompagner de manière physique parfois aux rendez-vous médicaux, qui soient des rendez-vous médicaux classiques ou des rendez-vous médicaux addictos. Ensuite, l'idée, c'est également de pouvoir accompagner les personnes et limiter les risques et les dommages liés à leur consommation de produits. Donc ça se fait dans l'accompagnement des personnes. Donc l'idée, c'est de pouvoir respecter leur choix de consommation, pouvoir les informer, les sensibiliser autour des risques qui sont liés à leur consommation de produits. Et puis aussi aborder les difficultés de santé et la nécessité de les prendre en compte. Enfin voilà, c'est vraiment tout un travail finalement en lien avec les répercussions que peuvent avoir les consommations. Et puis, il y a aussi un axe important qui est faire émerger une démarche de soins, parce qu'on est face à un public parfois qui présente effectivement des consommations de produits où il y a déjà finalement des répercussions, mais qui ne sont pas du tout dans cette idée de pouvoir finalement changer un comportement façon consommation. Donc, c'est aussi dans notre boulot et dans nos objectifs de pouvoir prendre le temps de travailler finalement cette prise de conscience et de faire émerger une démarche de soins. Donc voilà, ça passe par des entretiens individuels. Donc tout ça passe aussi par des valeurs qu'on porte. Enfin, j'appelle ça des valeurs, mais c'est une dynamique d'accompagnement quelque part, avec finalement cette dynamique d'aller vers vis-à-vis, on va là où les personnes sont, on va les rencontrer là où elles sont, que ce soit dans une structure partenaire, que ce soit à domicile, que ce soit dans un lieu de soins, que ce soit même à la rue. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faciliter la première prise de contact. On propose un accompagnement qui est individualisé et qui prend en compte du coup le parcours de vie de la personne, son parcours de consommation, ses choix de consommation, puisque je disais aussi du coup le rythme de la personne, parce que parfois le rythme de la personne n'est pas forcément celui du professionnel, et donc si la personne n'est pas à même de pouvoir travailler sur ses difficultés et sur sa problématique addictive, ça va avoir du mal à prendre. Donc c'est vraiment cette idée de prendre le temps, donc ce qui inclut du coup une durée d'accompagnement qui n'est pas limitée dans le temps, un respect du principe de liberté d'adhésion. Quand on a des personnes qui nous sont accompagnées par des partenaires extérieurs, l'idée, c'est vraiment de pouvoir dire aux personnes, voilà, on vous donne l'information, voilà qui on est, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on peut vous proposer. Et puis parfois, ce n'est pas le bon moment, donc les personnes, on ne va pas les voir tout de suite. Et puis quelques mois après, elles vont prendre contact avec nous. L'idée, c'est vraiment de pouvoir laisser le temps au temps et laisser émerger finalement une possibilité pour les personnes de revenir vers nous, peu importe la situation dans laquelle elles sont. C'est un accompagnement aussi qui vise du coup à favoriser l'autonomie des personnes en leur permettant d'expérimenter leurs projets de vie et addictologiques. Et donc, du coup, voilà, ça va avec l'ensemble finalement de la philosophie d'accompagnement, qui est du coup de permettre à la personne d'expérimenter, de diminuer ses consommations si c'est ce qu'elle le souhaite, de les gérer si c'est ce qu'elle souhaite. Enfin voilà, c'est vraiment pouvoir accompagner, être à côté de la personne pour lui permettre d'essayer des choses et de voir un petit peu là-dedans, de faire le tri entre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est cette dynamique. Et puis, ce qui va un peu résumer tout ça, c'est la porte d'entrée qui est un peu différente finalement. On peut être une étape avant le XAPA, parce que pour les personnes qui ne sont pas du tout dans cette dynamique de changement de comportement par rapport à leur consommation, à vis-à-vis, on va pouvoir proposer une porte d'entrée différente, qui est une porte d'entrée sociale, avec cette idée de pouvoir accompagner finalement, lever les freins
parce que souvent il y a des freins sociaux, et lever l'ensemble de ces freins, ou en tout cas essayer de les lever pour pouvoir laisser la place à la réflexion autour des difficultés de santé et des difficultés de consommation. Donc, on peut changer de slide, tout ça pour finalement dire que le public qu'on accompagne, c'est du coup des personnes majeures qui sont en difficulté avec leur consommation de produits, mais aussi du coup un public souvent très isolé et très éloigné des soins. Donc, un public pour lequel, effectivement, la question de la santé ne va pas être prioritaire et pour lequel, souvent, il va falloir travailler d'autres axes pour pouvoir finalement orienter après vers le droit commun et vers le soin. Donc, vis-à-vis, c'est une petite équipe donc, qui est formée d'un travailleur social, formé en addictologie, un médecin psychiatre addictologue qui est là une journée toutes les 2 semaines et donc un chef de service. Comme on a d'autres services d'accompagnement logement, on essaye du coup de mutualiser les moyens pour être réactif et répondre aux demandes. Mais voilà, sinon, c'est une petite équipe. Le territoire d'intervention, c'est l'ensemble de la MEL. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on intervient du coup à domicile, dans les structures partenaires, à la rue, dans nos locaux. Voilà, on peut recevoir aussi dans nos locaux. Et puis aussi, ce qui est important, nous, on aime bien, quand il y a une orientation d'un partenaire extérieur, on aime bien qu'en tout cas, la première rencontre, si la personne en est d'accord, évidemment, c'est qu'elle se fasse du coup en tripartite avec le partenaire extérieur. Parce que du coup, ça permet vraiment de poser les choses, que tout le monde entende la même chose. Et c'est parfois aussi plus simple pour la personne qui est orientée d'être accompagnée finalement d'une personne qu'elle connaît. Et donc voilà, on aime bien fonctionner comme ça dans la mesure du possible. Les orientations, elles sont assez simples. Ça se fait par téléphone ou par mail. Un coup de fil à moi-même ou aux collègues éducateurs spécialisés. Il peut y avoir un premier échange du coup par téléphone où le professionnel peut nous exposer la situation, ses difficultés peut-être à orienter ou à aborder la problématique. Enfin voilà, il peut y avoir déjà un premier diagnostic, si j'ai envie de dire, avec du coup, finalement, quelle porte d'entrée on va pouvoir utiliser en fonction de la situation, qu'est-ce qui va être le plus simple pour pouvoir aborder les choses. Et donc voilà. Et donc, avec une proposition d'une rencontre, on essaye vraiment d'être rapide, d'où cette idée de mutualisation aussi avec les autres collègues pour pouvoir répondre assez rapidement, parce qu'on sait aussi que pour les professionnels de terrain, quand finalement ils réussissent à un moment donné à aborder la problématique addictive et où finalement il y a une orientation qui est possible, souvent si ça prend trop de temps, on sait que ça peut retomber comme un soufflet, donc on essaye vraiment de proposer du coup une rencontre assez rapidement, sous 1 semaine ou 2 maximum, généralement. Voilà, et puis du coup, j'ai laissé les petits contacts mail, téléphonique et puis notre adresse de site. Bonjour à tous, Maude Leclerc. Moi, je suis directrice d'une association qui s'appelle Généralistes et Addictions Hauts-de-France, que vous avez peut-être connue sous son ancien nom, qui était Généralistes et Toxicomanie 5962. Alors, comme son nom l'indique, c'est une association qui a été créée par des médecins généralistes quand ils ont commencé à voir arriver dans leurs cabinets médicaux des patients qui avaient des addictions. On parlait de patients toxicomanes à l'époque, mais c'est bien une association qui est destinée à coordonner l'ensemble des professionnels qui vont accompagner des personnes qui ont des addictions. Alors, qu'est-ce que c'est les professionnels du premier recours? C'est tout simplement tous les professionnels qui peuvent être interpellés directement par les patients. Donc, évidemment, les médecins généralistes, mais aussi les spécialistes qui sont accessibles en accès direct, les dentistes, les gynécos, les ophtalmos, etc. Les pharmaciens, qui sont très importants quand on parle de coordination en premier recours, les infirmiers, les kinés, les orthophonistes, les psychologues. Pourquoi on va parler des addictions en premier recours? Tout simplement pour faire en sorte que l'addiction, ça devienne un sujet de santé comme les autres. C'est un sujet qui peut concerner tous les patients à un moment de leur vie. L'intérêt, c'est de les interroger en premier recours
régulièrement, et pas seulement en cas de complications apparentes, ou interroger les usages, notamment de substances ou de certains comportements, avant même qu'ils deviennent problématiques. Et nous, vraiment, notre objectif, c'est de contribuer à la prise en charge des conduites addictives, notamment en participant aux actions de prévention, aux soins, à la réduction des risques des substances psychoactives. Et ça, on n'est pas les seuls à le dire, puisque les ordres des médecins et des pharmaciens l'ont rappelé dans une circulaire qui a été publiée en 2024. Alors, un petit retour en arrière. On a déjà parlé lors des 3 premiers webinaires de l'importance d'interroger les conduites addictives chez les aînés, de savoir aussi pourquoi les aînés consomment. On pourrait se dire que ce n'est pas très raisonnable pour des papis et des mamies, etc. Donc, je vous invite sur ce sujet à voir le webinaire numéro 2, notamment, qui interroge la solitude que peuvent ressentir les personnes âgées, le manque de stimulation qui peut les amener à consommer, etc. Et puis, l'épisode 3, où notre président, Dr Jean Lalleux, est revenu sur la question de comment accompagner les addictions chez les aînés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez retrouver finalement assez peu de choses qui sont spécifiques aux aînés. On l'a vu, les XAPA, ils peuvent accompagner des personnes de tous âges. Pour vis-à-vis, c'est la précarité qui entre en ligne de compte. C'est pas le fait d'être une personne âgée ou pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les personnes âgées, elles vont rentrer dans un cycle d'accompagnement qui concerne l'ensemble de la population. Ce cycle de webinaire-là, il a vraiment été conçu autour des soins qu'on peut apporter en ville. Avec le DAC, il y a un autre groupe de travail qui s'est mis en place et qui là va concerner les personnes âgées qui sont notamment en EHPAD ou en tout cas qui sont dans une institution pour lesquelles c'est un petit peu différent. Et donc, il y a un groupe de travail qui travaille spécifiquement sur ce sujet-là. Donc, en effet, aujourd'hui, ce qu'on va présenter, en fait, c'est relativement commun à l'ensemble de la population. Et en premier recours, comment on accompagne les addictions de façon assez classique. On va être amené à repérer. Et donc, pour repérer, il faut tout simplement interroger. Il arrive parfois que la question des consommations d'alcool ou d'autres substances ou même certains comportements puissent être interrogés, mais c'est plus souvent lors d'une première rencontre entre un médecin ou un autre professionnel du premier recours et son patient. Et finalement, c'est assez rarement réinterrogé. On peut avoir des patients qu'on connaît depuis 20 ans et puis finalement ne plus poser la question alors que cette problématique, elle peut arriver à n'importe quel moment de la vie du patient. Pourquoi c'est important de repérer ? Parce que évidemment, il y a des problématiques de santé qui vont être liées au comportement d'addiction. Et puis parce que ça peut arriver, mais il est assez rare finalement qu'un patient évoque spontanément ce sujet-là. Et donc, c'est important de l'interroger régulièrement, comme on va interroger régulièrement d'autres problématiques. Quand vous allez chez le médecin, on vous prend quasiment à chaque fois votre tension et finalement, on vous interroge assez peu sur vos comportements qui peuvent amener à des addictions. On va ensuite informer le patient aussi sur les possibilités d'accompagnement qui existent, sur les risques éventuels liés à ces comportements. Et pour pouvoir informer le patient, il faut s'informer soi-même pour avoir des ressources, et ça, j'y reviendrai après. Évidemment, on va accompagner le patient en fonction de son projet. Ça a déjà été dit avant, notamment par Guillaume. Le projet du patient, ce n'est pas forcément le sevrage. Le projet du patient, ça peut être juste, en effet, mon problème là d'addiction, il a des répercussions sur ma santé, sur ma vie, et je voudrais réduire ces répercussions-là.
Mais mon projet, ce n'est pas forcément d'arrêter complètement, ou en tout cas pas tout de suite. Donc, accompagner en fonction du projet du patient et puis travailler la réduction des risques et des dommages. Si nécessaire, on peut orienter. On a parlé là d'Exapa, on a parlé de Vis-à-vis. Il y a une offre tout à l'heure, Thomas en a parlé, il y a une offre qui est assez riche et dense. Et on est sur une métropole où il y a des ressources. C'est un petit peu moins vrai dans le sud de la région, par exemple. Donc, on peut orienter vers un service spécialisé. Ce n'est pas systématique. On peut aussi travailler un accompagnement en ville. Ce n'est pas toujours évident. Les praticiens du premier recours ne se sentent pas toujours armés ou légitimes à le faire. Et ça aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Une fois qu'on a orienté, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de ne pas pour autant se désintéresser ou cesser de s'intéresser en tout cas à ce sujet-là et continuer lorsqu'on voit le patient à réinterroger cette question-là, s'informer aussi de comment l'accompagnement est fait, tant que le patient en est d'accord, et puis d'assurer un suivi. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'à un moment, il y a besoin d'avoir recours au secteur spécialisé que cet accompagnement-là, il ne pourra pas être repris ensuite en médecine de ville. Et ça, c'est vrai que c'est plus compliqué. Guillaume, je te laisserai intervenir là-dessus, mais c'est plus compliqué souvent pour l'Exapa de réorienter en ville un patient qui est stabilisé et de retrouver des accompagnants de premier recours pour prendre le relais. Alors que ça permet aussi aux patients de retrouver finalement un parcours de soins qui est plus classique. Et puis, ça permet aussi au XAPA d'accompagner d'autres personnes qui en ont besoin aussi. Donc, on a parlé du premier recours. On l'a dit, il y a énormément de partenariats quand on fait appel au secteur spécialisé. Pour le repérage, on peut faire appel à des bilans situationnels. Alors, on a des échelles qui existent, des échelles d'évaluation, des échelles d'auto-évaluation aussi. On a toute la démarche qui s'appelle RPIB, repérage précoce, intervention brève. Ça, c'est des choses que je ne vais pas développer ici, mais c'est important de les connaître, de s'y intéresser. Il existe énormément de documentation à ce sujet. Et puis, s'informer, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet aussi de donner des conseils personnalisés en fonction de la situation de chaque patient. On peut, si besoin, avoir un soutien ou un relais par d'autres acteurs. On a parlé d'Exapa, on a parlé tout à l'heure de Vis-à-vis, mais il y a aussi le secteur hospitalier. Il peut y avoir un relais auprès du secteur de la santé mentale et évidemment les secteurs de soins somatiques spécialisés en fonction des problématiques de santé. C'est exactement comme pour toute problématique qu'on rencontre chez un patient. Les missions qu'on peut éventuellement recommander en premier recours, c'est l'approche motivationnelle, s'intéresser à travailler la motivation du patient dans le soin, des interventions sociales, éventuellement une psychothérapie. On dit souvent que le comportement d'addiction, il peut servir de béquille au patient par rapport à une situation non traitée. Et donc, c'est important d'essayer de la repérer et en tout cas de l'accompagner. Et puis, c'est intéressant aussi de s'intéresser à ce qui est fait par les partenaires du territoire et notamment pour les professionnels du premier recours, ce qui est fait au niveau de la CPTS de leur territoire, s'il en existe une, puisque certaines CPTS ont des projets spécifiques sur la thématique des addictions. Alors, notre association a développé donc des outils pour participer à la montée en compétences des intervenants du premier recours. Notre mission, c'est de faire en sorte que les addictions, elles soient accompagnées plus et mieux en premier recours. Donc, on a développé un outil qui s'appelle l'intervision
et qui est notre outil le plus ancien. On a aussi développé des rencontres interprofessionnelles et un espace ressources. Tous ces outils-là sont appuyés par un conseil scientifique et technique, et évidemment notre association a un conseil d'administration constitué de médecins, pharmaciens, psychiatres, etc. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail du coup nos missions. Les rencontres interprofessionnelles, c'est ce qui permet à la fois de travailler un sujet en particulier et d'échanger autour des pratiques professionnelles des uns et des autres. Les rencontres interprofessionnelles qui sont mises en place par notre association, elles vont nécessairement impliquer les intervenants du premier recours, mais pas seulement. Ça peut être des rencontres qui sont communes avec le médico-social, par exemple, ou avec le secteur hospitalier, parce que c'est aussi des moments de rencontre. On a trois modèles différents qui n'ont pas exactement les mêmes objectifs opérationnels. Alors, les agorades, c'est un échange entre un petit nombre de participants, une quinzaine, une vingtaine. Et la première chose, une fois qu'on a choisi la thématique, c'est qu'on va permettre à chacun d'exprimer son vécu sur cette thématique. Par exemple, c'est des thématiques qui sont vraiment très axées sur le terrain. Par exemple, comment aborder la thématique des addictions en ville. Voilà. Donc, on va s'intéresser au vécu de chacun. Et puis après, on va avoir un professionnel, un spécialiste qui va apporter des connaissances scientifiques et théoriques pour renforcer un petit peu les compétences de chacun. On a aussi des groupes d'échange de pratiques. Alors ça, pour le coup, ça demande beaucoup plus de travail en amont de la part des participants, puisqu'on se met d'accord sur un sujet et chacun va travailler sur des apports théoriques, collecter des contenus scientifiques, et ensuite seulement, il y aura un échange entre les participants. Et puis, on a des sensibilisations thématiques. C'est un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la thématique, c'est les conduites addictives chez les aînés. Et donc, c'est une rencontre alors avec un groupe plus important de participants sous format présentiel ou sous format webinaire. Et où là, eh ben, on a, comme aujourd'hui, d'abord un apport de contenu théorique et ensuite un petit temps d'échange. Alors tout ça, ça permet évidemment un enrichissement des pratiques par l'intelligence collective, puisqu'il y a un apport de contenu, mais il y a aussi des échanges. Et puis, ça permet de dynamiser le repérage, l'accompagnement et l'orientation des addictions par les professionnels du premier recours. Ça permet aussi l'élaboration d'un langage commun. Alors, dans cette dynamique de permettre une montée en compétences avec des outils qui soient très facilement accessibles par les intervenants du premier recours, on a mis en place sur notre site internet un espace ressources où on essaye de collecter des ressources qui existent déjà, qui sont créées par des acteurs qui sont très compétents en la matière, mais en fait qu'on va devoir, pour aller les chercher, on va devoir aller sur différents sites. Et nous, on trouve que c'est quand même intéressant qu'il puisse y avoir un site repéré par les professionnels où ils puissent aller dès qu'ils cherchent quelque chose. On va retrouver, je vous parlais tout à l'heure des échelles d'auto-évaluation par exemple, ou de questionnaires d'évaluation. On va retrouver ces choses-là. On va retrouver aussi ce qu'on appelle des addict tutos, qui sont des petites vidéos hyper courtes sur des thématiques liées à l'addiction. Voilà, donc on essaye, avec les moyens qui sont les nôtres, de recenser un petit peu tous les outils qui peuvent être intéressants. Et puis quand c'est nécessaire, le conseil scientifique et technique va aussi créer ou adapter des outils. En ce moment, le conseil scientifique travaille sur un questionnaire justement de repérage des addictions spécifiques aux personnes âgées. Évidemment, cet espace ressources, il est accessible gratuitement par tous, les usagers, les professionnels, etc. Je pense que le DAC aussi met sur son site des ressources, pas spécifiques à l'addiction, mais aussi dédiées à la thématique addicto. L'outil historique, je vous le disais, c'est l'intervision. Donc,
l'idée au départ, c'est des médecins généralistes qui se rendent compte et se disent qu'ils ne peuvent pas accompagner correctement des patients qui sont dans une situation complexe avec une problématique addictive sans avoir un échange avec les autres professionnels qui accompagnent aussi cette personne. Une intervision, c'est quoi? C'est tout simplement une réunion autour de la situation d'un patient, alors évidemment avec son accord, pour permettre à chaque professionnel de mieux comprendre la situation, de croiser un petit peu le regard qu'a chaque personne sur le parcours de soins, auquel on va essayer d'apporter de la cohérence, de la complémentarité. Quand c'est nécessaire, débloquer des situations ou prévoir des relais, réfléchir à des nouvelles pistes d'accompagnement et puis aussi essayer de rompre un petit peu l'isolement puisque les professionnels qui interviennent en premier recours sont parfois seuls dans leur cabinet pour éviter l'épuisement ou le sentiment d'impuissance. L'intervision, elle peut être demandée par tout professionnel qui accompagne une personne en situation d'addiction, que ce soit un professionnel libéral, que ce soit un professionnel hospitalier, en médico-social, etc., peu importe, tout professionnel peut à un moment interpeller l'association en disant cette situation, elle est complexe, je pense que ce serait intéressant qu'on se réunisse pour l'évoquer. J'en ai parlé avec le patient, il en est d'accord, donc j'aimerais qu'on organise cette réunion. Les motifs les plus fréquents, mais en fait, il y en a énormément, c'est évidemment la rupture de soins, le mésusage de traitement, ça peut aussi être des comorbidités psychiatriques, ça peut être un besoin de coordination du parcours de soins ou de relais de prise en charge, et ça peut être aussi, à un moment, l'épuisement des soignants, on en a parlé juste avant. Alors, je vous l'ai dit, hein, le fait d'évoquer la situation d'un patient en intervision, ça nécessite son accord au préalable. On a rédigé une charte de l'intervision en ce sens. Elle prévoit aussi donc le secret partagé et l'anonymat, c'est-à-dire que chaque professionnel qui va être invité sait pour quelle situation il est invité à cette réunion, mais lors de la réunion, puisqu'on peut inviter aussi des structures qui n'accompagnent pas encore le patient, mais auxquelles on pense pour éventuellement la poursuite du parcours, l'orientation. Du coup, on utilise uniquement le prénom de la personne lors de la réunion. Évidemment, chaque personne respecte les autres intervenants et chacun reste maître de sa pratique. Alors, il existe un guide de l'intervision si vous souhaitez la mettre en place dans votre structure, puisqu'on va le voir juste après. L'intervision, en fait, elle est construite par notre association. C'est un cadre qui est proposé, qui est ensuite porté par des partenaires locaux, parce que c'est vraiment important qu'il y ait une dynamique de partenariat local qui se mette en place. Et donc, vous voyez que c'est réparti un petit peu dans toute la région, même si le sud du département est un petit peu moins bien, de la région est un petit peu moins bien loti. On réalise une petite centaine d'intervisions par an. Environ 204 patients sont étudiés et il y a environ 400 participants par an. Donc aujourd'hui, on a 19 pôles d'intervision et vous voyez qu'il y a une centaine de professionnels libéraux qui ont participé aux intervisions. On a vocation à se développer sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Donc c'est vraiment un outil qui peut être mobilisé n'importe où en région Hauts-de-France. S'il n'y a pas de partenariat actuel localement, c'est l'association, le siège, qui organise directement l'intervision. Voilà, je vous mets les coordonnées si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez organiser une intervision ou mettre en place d'autres rencontres, notamment les rencontres interprofessionnelles. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Maude. Là, on a repris sur le diaporama les différentes ressources et sites d'information utiles
Il y a notamment plusieurs sites internet, dont celui de Généralistes et Addiction, Addiction France, Visa, etc. Il y a également le réseau Santé Solidarité Lille Métropole qui propose un guide des ressources. Répertoire des ressources en addicto sur la métropole lilloise. On va juste vérifier, parce qu'on avait juste une interrogation sur est-ce que c'était la dernière version. On va vérifier, ça sera dans les documents que l'on pourra vous mettre à disposition. Voilà, les différentes structures, ressources, dispositifs à mobiliser avec les coordonnées, les types de publics accueillis. Donc c'est une ressource très précieuse. Voilà, je vous le balaye rapidement pour que vous voyez un peu la masse d'informations reprises sur ce guide. On est revenu normalement sans partage d'informations. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Moi, j'ai une question, je ne sais pas si vous nous entendez. Tout à fait, ouais. Ah, si. J'ai vu sur le diaporama de Généralistes Addiction les équipes addicts. Et je voulais savoir si on en avait sur le territoire. Parce que je ne connais pas du tout. Alors, l'équipe addict, ça s'appelait anciennement les microstructures en addicto. En fait, c'est un partenariat entre un médecin libéral et un XAPA. Une équipe réduite du XAPA, en général, c'est un travailleur social et un psychologue, vont venir intervenir directement dans le cabinet médical sur des plages horaires qui sont définies. Et donc, il y a une convention de partenariat qui est établie entre le XAPA, le médecin généraliste et l'ARS, puisque c'est un outil qui est porté par l'ARS. Au niveau de la carte des équipes addicts, je pense qu'on peut la retrouver sur le site de l'ARS, puisqu'en fait, ça dépend des conventions qui sont signées, renouvelées, etc. Sinon, pour information, pour le DAC de Lille, on a eu un mail justement ce matin, parce que je ne connaissais pas non plus les équipes addicts, et on a eu un mail ce matin du DAC de Lens, qui est référent addicto, avec justement la liste des équipes addicts. Alors sur le Nord, pour le coup, il n'y en a pas beaucoup. C'est Marly, Anor, Trélon, Gouzeaucourt et Villers-Outreau. Donc voilà, je pense que sur la métropole lilloise, il n'y en a pas. Non, parce qu'en fait, l'objectif, c'est aussi d'aller sur des territoires qui n'ont pas forcément la ressource que ça pas facilement accessible. Donc, en effet, ça se développe plus sur des endroits où il y a un petit peu moins de ressources. La métropole lilloise est plutôt bien dotée. Merci. Peut-être, Emeline, tu pourras soit la rajouter aux ressources utiles, soit nous l'envoyer. J'avoue que je ne l'ai pas eu, mais ça m'intéresse. Oui. Là, effectivement, donc les ressources sont sur Généralistes Addiction. Nous aussi, sur le site, on va regrouper l'ensemble des 4 vidéos, des 4 webinaires, les diapos, et puis les documents utiles. Donc, je vous mets également la liste des équipes addicts et le guide du réseau aussi Santé Solidarité Lille Métropole. Voilà, on va faire un petit dossier, et puis je fais un mail à l'ensemble des inscrits avec les liens qui vont bien. J'avais une petite question pour Marie sur le public accompagné par l'équipe Vis-à-vis. On a vu qu'en XAPA, c'était finalement assez peu de personnes âgées. Est-ce que le fait que ce soit un dispositif d'aller vers avec Vis-à-vis, est-ce qu'il y a une proportion plus importante de personnes âgées accompagnées, ou est-ce que c'est similaire au XAPA? Je pense que c'est similaire au XAPA. Après, c'est vrai que les personnes âgées, c'est pas notre public principal, mais depuis qu'on travaille en étroite collaboration avec vous, on a plus d'orientation et donc plus de mise en place d'accompagnement auprès de ce public, mais c'est pas non plus la grande majorité du public accompagné. Ok, merci. Alors, sur le public accompagné en XAPA, moi, je ne l'ai pas repris dans les chiffres parce que c'est une stat qui date un petit peu. Mais le dernier chiffre que j'ai retrouvé, ça datait de 2021 et il n'y avait que 6,5%, je pense, du public accompagné en XAPA qui était des 60-69 ans. La stat n'allait pas au-delà de 69 ans. Alors que c'est une population qui est beaucoup plus représentée
dans la population générale. J'en profite pour remercier à la fois les intervenants pour ce 4e webinaire et plus largement les intervenants de tous les webinaires et du comité de pilotage. Donc merci vraiment pour votre implication. Et puis on se reverra prochainement, hein. On continue le travail là sur la partie plus établissement d'hébergement et service de ville. Donc il y aura d'autres actions. On ne sait pas encore sous quelle forme. Ça sera peut-être de la formation, peut-être des outils. Donc gardez vos oreilles ouvertes. Vous aurez certainement d'autres possibilités comment dire, de capter de l'information sur ce sujet.